Et salut à tous sur YouTube, c'est Martin et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale vu que ça va être la première vidéo en dehors de ma série de vulgarisation de termes financiers. Aujourd'hui cette vidéo est là pour présenter plus ou moins ma méthodologie d'analyse financière lorsqu'il s'agit de s'intéresser à une compagnie en particulier. Donc, en aucun cas, ma méthodologie est un conseil d'investissement. Ma méthodologie est une méthode que j'utilise afin de comprendre un petit peu mieux comment une compagnie se porte financièrement et comment on pourrait potentiellement interpréter ces résultats et, euh, et ainsi qu'une dernière petite étape de potentielle prédiction de l'avenir d'un stock. Alors maintenant, une méthodologie, à quoi ça sert? Une méthodologie, c'est tout simplement une technique qui me permet rapidement de voir où en est une compagnie financièrement parlant. Cette méthodologie, c'est du coup une sorte d'étude que je mets en place systématiquement lorsque je m'intéresse à une compagnie. Cette méthodologie est constituée de 9 étapes que je vais vous présenter et j'évalue ces 9 étapes tout le temps avant de me pencher de manière plus approfondie sur le stock d'une compagnie, c'est-à-dire regarder qu'est-ce que la compagnie fait bien, quels sont ses projets pour le futur, est-ce qu'elle va acquérir d'autres compagnies dans son chemin, et surtout se concentrer sur comment se porte la compagnie par rapport à ses compétiteurs dans le marché. Euh, du coup, cette méthodologie, j'utilise ces 9 étapes comme une évaluation de base pour voir si la compagnie se porte bien et essayer de comprendre comment les finances de cette compagnie se comportent. Donc la première étape, ça va être de regarder le cap financier et ce qu'on appelle le coefficient de capitalisation des résultats. Je sais, c'est un nom très long et qui fait très peur, mais il peut être abrévié au PE ratio en anglais. Et je vais expliquer exactement ce que c'est. Afin de commencer cette évaluation, on va donc ouvrir une page telle que Yahoo Finance pour avoir accès à certaines informations financières sur la compagnie. Ces 9 étapes vont pouvoir être mises en place avec des informations disponibles sur Internet à tout le monde. Donc, premièrement, regardez le cap financier de la compagnie, déterminer la valeur de la compagnie, en tout cas la partie flottante de la compagnie. Deuxièmement, donc le coefficient de capitalisation des résultats ou le PE ratio. Ce PE ratio sur Yahoo Finance est tout simplement déjà calculé pour vous. Mais qu'est-ce que c'est le PE ratio? C'est le price to earnings ratio. Donc c'est le prix d'une action comparé à revenu qu'une action crée. Donc plus le PE ratio est bas, plus il est proche de 0, plus l'action va être considérée comme bon marché. Plus le PE ratio est élevé, du coup, la valeur de l'action va être considérée chère et du coup, potentiellement, est-ce que cette action est trop chère pour ce qu'elle est? Par contre, ce n'est pas un ratio qui peut être utilisé et qui peut avoir un montant fixe auquel on pourrait le comparer. Par exemple, on peut choisir un nombre au hasard, 15. Si le CAC 40 a un PE ratio moyen de 15 et que votre compagnie a un PE ratio qui est la moitié de 15, il y a peut-être des choses à prendre en considération. Il faut regarder par exemple les compétiteurs, quels sont leurs PE ratios, parce que les ratios peuvent changer d'industrie à industrie. Et aussi, il faut regarder la croissance, parce que la croissance d'une compagnie est quelque chose qu'on peut se permettre de payer un petit peu plus. Imaginez juste deux sociétés, une société qui vaut 100 000 euros et une deuxième société qui en vaut 100 000. L'une va grandir à 10% annuel et l'autre va grandir à 3% annuel. Est-ce que vous pensez qu'en tant qu'investisseur, vous pourriez accepter de payer un tout petit peu plus cher pour la compagnie A pour obtenir une croissance de 10% au lieu d'une croissance de 3%? Oui, tous les jours. Les investisseurs feront ce choix tous les jours. Du coup, ce n'est pas parce que le PE ratio d'une compagnie est très élevé que c'est nécessairement un mauvais investissement.
Donc voilà ce que c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est regarder le retour sur le capital investi. Donc le retour sur le capital investi, qu'est-ce que c'est? C'est le profit d'opération net, c'est-à-dire l'argent que la compagnie gagne après avoir payé toutes leurs taxes et toutes les dépenses qu'il devait faire, divisé par le capital investi. Donc il y a deux choses à faire pour voir. On peut calculer le retour sur capital investi des 12 derniers mois pour voir ce que la compagnie a fait en termes de retour sur l'année dernière. Mais il est aussi intéressant de calculer le retour sur capital investi moyen des 5 dernières années pour voir comment ce capital investi évolue. Est-ce que le retour devient de plus en plus haut? Est-ce que le retour baisse? Est-ce qu'il est constant? C'est intéressant de voir quelle est l'évolution de cette compagnie par rapport à ses retours sur le capital investi sur plusieurs années. Donc un retour sur capital plus élevé que le coût capital indique que la compagnie se porte bien et qu'elle suit une tendance de croissance. Bien sûr, plus le retour est haut, plus il est intéressant pour les investisseurs. On va dire que de manière générale, le marché américain, ou en tout cas le S&P 500 aux États-Unis, a un retour moyen de plus ou moins 9%. Idéalement, quand vous investissez dans un stock individuel, vous espérez que ce stock performe mieux que le marché dans sa généralité. Du coup, l'indice moyen qu'on pourrait utiliser comme référence sur le capital investi serait de plus ou moins 9%. Étape numéro 3, l'étude des flux de trésorerie de la compagnie. Les flux de trésorerie, tout simplement, qu'est-ce que c'est? Ce sont les sommes d'argent entrant et sortant d'un compte d'une entreprise, tout simplement. Donc ces flux peuvent être analysés afin de déterminer des besoins ou non en liquidité pour l'entreprise. C'est-à-dire, est-ce que au moment où on parle, la compagnie a besoin d'argent et elle a besoin d'obtenir de l'argent d'autres sources telles que des banques, des prêts ou des investisseurs? Ou est-ce que justement cette compagnie se porte bien, elle a du cash en réserve et est-ce qu'elle peut se permettre de faire des dépenses supplémentaires? À nouveau, comme sur l'étape numéro 2, deux choses à regarder, le flux de trésorerie sur les 12 derniers mois et le flux de trésorerie moyen sur les 5 dernières années pour voir comment se porte et comment évolue l'entreprise. Étape numéro 4, ce serait l'analyse de la croissance financière de la compagnie. Donc cette étape, elle permet d'obtenir des informations sur la croissance des revenus et la croissance des profits de la compagnie. Il faut regarder l'évolution des revenus sur les 5 dernières années ainsi que l'évolution des profits sur les 5 dernières années. Attention, cette étape est très importante car elle peut permettre de trouver des inconsistances et il faut prendre en compte la situation économique mondiale. Par exemple, certaines compagnies telles que Amazon ou telles que Zoom ont profité l'année dernière du Covid-19 et du fait que tout le monde soit chez soi et que tout le monde commence à travailler depuis la maison, à étudier depuis la maison avec les écoles qui se ferment. Ce genre de choses peut avoir un impact significatif sur les revenus d'une compagnie. Si vous vous rendez compte que sur l'une des 5 dernières années, il y a un gros jump vers le haut ou bien un gros déficit vers le bas dans les revenus de la compagnie, ce serait peut-être intéressant de regarder un petit peu sur Internet, voir qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année. Pourquoi il y a eu ce pourcentage de changement si gros? Qu'est-ce qui a causé ça? Donc cette étape, elle est importante parce que justement, elle peut vous aider à trouver peut-être des incertitudes dans les finances de certaines compagnies. Maintenant, étape numéro 5, cette information, c'est une information que j'aurais tendance à appeler une tumeur invisible d'une action. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je trouve que peu de gens regardent et pourtant ça peut avoir un impact significatif sur les investisseurs d'une compagnie. Donc qu'est-ce que cette étape et quelle est cette tumeur? Cette étape va consister à regarder l'évolution du nombre d'actions disponibles sur le marché. Donc ça veut dire que
on va regarder si la compagnie a de plus en plus d'actionnaires ou a plus en plus de parts disponibles sur le marché. Si elle en a de plus en plus, ça veut dire qu'elle dilue petit à petit ses actionnaires. Et je vais vous donner un exemple après pour vous montrer quel peut être l'effet d'une dilution telle que celle-ci. À l'opposé, si le nombre de parts disponibles sur le marché diminue, ça veut dire que la compagnie est en train de racheter des parts, et ça c'est très intéressant. Parce qu'en tant qu'investisseur, ça veut dire que vous n'achetez pas plus de parts, pourtant votre pourcentage d'actionnariat dans la société augmente. Donc, très intéressant de regarder si les compagnies rachètent une partie de ces parts au fur et à mesure des années. Donc, pour bien comprendre pourquoi j'appelle ça la tumeur invisible d'une action, c'est parce que c'est quelque chose que très peu de gens regardent. Ils regardent plutôt voilà, les revenus, ils regardent le prix d'action, mais le nombre de parts, ça paraît un petit peu insignificatif. Pour vous donner un exemple très concret, disons que vous possédez une action d'une compagnie qui a 10 actions au total. Cette compagnie paye 10 euros ou 10 dollars de dividendes par an. Si vous avez une action sur 10, vous possédez 10% de la compagnie. Du coup, vous allez aussi toucher 10% des dividendes qui sont distribués cette année. Vu que vous avez une action, vous toucherez 1 euro de dividendes par an, car c'est 10% de 10 euros, ce serait 1 euro. L'année suivante, la compagnie augmente son nombre d'actions de 20% et décide de vendre 2 actions de plus. Vous possédez maintenant toujours une action, mais au lieu d'avoir une action sur les 10 de disponibles, vous en avez une sur les 12 de disponibles. Vous n'êtes donc plus propriétaire de 1%, de 10%, mais vous êtes propriétaire de 8,33% des parts disponibles sur le marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand l'année d'après, la compagnie paye à nouveau 10 dollars de dividendes, au lieu de toucher 1 euro ou 1 dollar de dividendes, vous ne toucherez que 83 centimes, tout simplement. Maintenant, l'étape numéro 6, c'est l'analyse de la dette d'une compagnie. Euh, la dette d'une compagnie peut aussi être appelée le passif à long terme ou bien la dette à long terme d'une compagnie. De manière générale, une dette à long terme, c'est une dette qui est sur une durée de plus de 12 mois. Donc, n'importe quelle dette qui a pour durée de plus d'un an est considérée comme une dette à long terme. Bien sûr, les compagnies ayant peu de dettes, comparées à leur trésorerie, ont moins de chances de couler que les compagnies qui ont beaucoup de dettes si jamais l'économie prend un coup ou bien que le marché s'effondre un petit peu. Donc, première étape, déterminer le montant total des dettes à long terme de la compagnie. Encore, ces informations sont disponibles sur Yahoo Finance et sur Internet de manière générale à tout le monde. Maintenant, dans l'étape numéro 3, vous avez calculé le flux de trésorerie moyen des 5 déterminés, des 5 dernières années. Du coup, vous allez utiliser le montant total des dettes de long terme et vous le divisez par le flux de trésorerie moyen des 5 dernières années. Si le résultat que vous obtenez est en dessous de 5, cela veut dire que si la compagnie continue à avoir une trésorerie égale à sa moyenne des 5 dernières années pendant les 5 prochaines années, elle pourra payer l'intégralité de ses dettes à long terme. C'est-à-dire que, voilà, en générant le même montant d'argent qu'elle l'a fait sur les 5 dernières années, elle pourra se permettre de rembourser toutes ses dettes en 5 ans. C'est quelque chose d'intéressant à regarder, mais il faut aussi prendre en compte l'industrie dans laquelle la compagnie se trouve, car certaines industries nécessitent de très très gros investissements et du coup la dette aura tendance à être un petit peu plus élevée que pour d'autres industries. Maintenant, l'étape numéro 7, c'est une étape de vérification. On va vérifier la croissance du flux de trésorerie qu'il y a dans la compagnie. On va essayer de déterminer si la croissance de la trésorerie et la croissance du flux de trésorerie est une croissance stable
Et tout comme lors de l'étape numéro 2, elle va pouvoir nous permettre de déceler justement des inconsistances et des incertitudes à l'intérieur des analyses financières de la compagnie. Et il faudra se poser des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde à ce moment-là pour justifier un changement aussi gros que ça? Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ces résultats peuvent être faussés par des crises mondiales telles que le Covid-19, exemple encore avec Zoom et tout ce qui est vente en ligne. Maintenant, l'étape numéro 8 est une étape extrêmement importante. Attention, elle est un petit peu complexe. L'étape numéro 8 n'est autre que de laisser un pouce bleu à cette vidéo si vous l'avez appréciée et de s'abonner à la chaîne si vous appréciez le contenu. Et je peux vous dire que c'est un excellent investissement car il vous coûte exactement 0 €. Après cette petite boutade, reconcentrons-nous sur l'étape numéro 9 et la vraie dernière étape de cette méthodologie qui est essayer de donner un indice sur la vraie valeur d'une action. Donc cette étape, je tiens à le rappeler que c'est une étape subjective. Les chiffres et les mesures que je vais présenter sont des approximations qui m'ont été apprises, des approximations que j'ai obtenues avec mon expérience, mais en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement et ça ne veut pas dire que si l'indice de la valeur d'une action est beaucoup plus haute que ce que l'action vaut en ce moment, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter. Il faut faire ses recherches soi-même lorsqu'il vient d'investissement. C'est très important de bien comprendre les compagnies dans lesquelles vous investissez. Euh, Maintenant, pour essayer de prédire ça, le prix d'une action, il y a un ratio qui peut être utilisé, et c'est une formule qu'on m'a apprise au fur et à mesure de mon parcours, et ce serait l'approximation du cap financier réel. Donc, le flux de trésorerie moyen des 5 dernières années, multiplié par 20, devrait nous donner une idée du cap financier réel d'une compagnie. Donc, pour obtenir l'approximation du cap financier, il faudra tout simplement prendre le résultat de flux de trésorerie moyen des 5 dernières années fois 20 et vous le divisez par le nombre d'actions disponibles sur le marché et pour obtenir le prix estimé par action, tout simplement. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Cette vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude, mais ce n'est que le début. Cette vidéo vous a présenté ma méthodologie lorsqu'il s'agit de s'intéresser à la position financière d'une compagnie. Je vais sortir de nouvelles vidéos dans le futur où j'utiliserai cette méthodologie, je la mettrai en place pour présenter des stocks de très grosses compagnies cotées en bourse, que ce soit dans le marché américain, que ce soit dans le marché français et certainement quelques compagnies du marché chinois. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos retours sur les vidéos, ainsi que potentiellement quelle compagnie vous voudriez me voir analyser. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé, d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.